Nous sommes avec Brigitte Croff, qui est la gérante de Brigitte Croff et Associés. Bonjour Brigitte. Bonjour. Est-ce que tu peux peut-être te présenter ton parcours et présenter Brigitte Croff Associés? D'accord. Donc moi, je suis gérante de la société Brigitte Croff Conseil et Associés depuis 1995. C'est moi qui ai créé cette entreprise. Je l'ai créée après 12 ans d'expérience de direction d'une association d'aide à domicile que j'avais créée en 1983. À l'époque, c'était une association tout simplement parce que les entreprises n'avaient pas le droit d'être sur ce secteur. Il a fallu attendre 1996 pour que le marché s'ouvre aux entreprises. Donc, je fais partie des vieux du secteur. Actuellement, je suis à la retraite et je suis encore gérante de Brigitte Croff Conseil et Associés, tout simplement parce qu'on est en phase de transmission, de réorganisation et que bien évidemment, un jour, j'espère pas trop lointain, la société aura trouvé un futur acheteur. Donc voilà pourquoi vous me voyez là. Donc je m'occupe encore du développement et de la structuration. Voilà. Et les principales activités du cabinet? Alors, notre cabinet a une activité de conseil pour 40% de son chiffre d'affaires, donc beaucoup auprès des collectivités publiques. On va accompagner des villes sur leur politique géronto, par exemple, mais leur politique petite enfance, puisqu'on est inscrit sur toute l'action sociale, aussi bien enfance, handicap, vieillesse et insertion. Voilà. Donc, on peut accompagner aussi des départements, beaucoup sur les questions d'autorisation, de tarification, de rapprochement des services, puisque depuis que la loi d'adaptation de la société au vieillissement a permis aux entreprises, à toutes les entreprises d'être autorisées, les départements se retrouvent à devoir réorganiser autrement tous leurs services autorisés pour qu'il y ait beaucoup plus de cohésion et une couverture équilibrée de toutes les populations par rapport aux besoins en services que les personnes âgés et handicapés ont besoin. On va avoir des études de marché par les régions, par des directions de l'emploi sur l'évolution de ce marché, mais dans tous les métiers de la loi Borloo, hein, donc aussi bien le ménage, le jardinage, le bricolage, pas uniquement sur les publics fragiles et sur les actes médico-sociaux. Et puis, on a comme on est évaluateur, on a beaucoup de travail pour faire de l'évaluation externe, puisque la réglementation oblige tous les établissements et services médico-sociaux à être évalués par un évaluateur externe tous les 5 ans. Et avant les habilitations en éval externe, on était et nous sommes encore capable de mener des audits de qualité avec toutes les certifications, aussi bien la certification AFNOR, la certification CALICERT, enfin, toutes les certifications du marché. Donc, du côté du conseil, on a un gros travail sur la qualité. Voilà. Ensuite, en formation, on forme des personnes principalement dans l'aide à domicile parce qu'on est connu pour une spécificité, pour un savoir-faire domicile, c'est-à-dire comment on accompagne des personnes non seulement dans les actes techniques, mais dans une posture professionnelle à l'intérieur d'un système familial et au sein de la sphère privée. Parce qu'on ne travaille pas du tout de la même façon pour faire le même acte qui sera une toilette, par exemple, ou un repas, quand on réalise la tâche dans un établissement, dans une résidence autonomie,
qu'au sein d'une famille, où là, on est dans une famille, il y a plusieurs personnes, il n'y a pas seulement la personne dont on s'occupe, et puis on n'a pas les équipements qu'on aurait dans un établissement. Donc, il y a quand même une spécificité de la sphère privée qui demande vraiment une compréhension de tout le système familial au minimum. Et là-dessus, disons qu'on est reconnu comme ayant quand même une spécificité sur la sphère privée et le travail au sein d'une famille avec les gens chez eux. Hein, parce qu'en groupe de parole, par exemple, les aides à domicile, elles disent très souvent, en dehors du fait qu'elles disent on nous prend pour des bonnes, la deuxième phrase la plus prononcée, c'est on aime bien les vieux, mais on aimerait bien qu'ils soient tout seuls et pas avoir à se prendre la tête avec l'entourage. Parce que quand je bosse, je vais avoir j'en ai marre d'avoir toujours la femme du monsieur qui veut toujours que je fasse comme elle veut que je fasse, ou la mère d'un enfant handicapé qui. Donc, bien évidemment, une des compétences à acquérir pour les personnes qui bossent à domicile, c'est être capable de travailler avec l'environnement qu'il y a autour d'elles sans le rejeter, quoi. D'accord. Alors, le sujet de ce grand entretien, c'est le projet individualisé d'aide et d'accompagnement au domicile. Alors, on va rigoler, il y a 2 heures, je ne savais pas de quoi il s'agit, de ce que c'était. Maintenant, j'ai un petit peu compris. On va voir si j'ai bien compris le sujet. Déjà, de quoi il s'agit? Qu'est-ce que le PI2A? Voilà, donc ça veut dire projet individualisé d'aide et d'accompagnement. Donc, ce nouvel outil est sorti du chapeau de la loi d'adaptation de la société au vieillissement qui, donc, du 28 décembre 2015, avec des décrets de mise en application à partir de 2016. Voilà. Donc, cette loi, c'est encore la loi avant celle qu'on attend depuis tant d'années, la loi grand âge. Donc, cette loi, disons que ces nouveautés, on pourrait dire, c'est une loi qui a permis aux entreprises qui s'occupent de publics fragiles, c'est-à-dire de personnes âgées, de personnes handicapées, d'enfants, de jeunes enfants, de passer sous le régime de l'autorisation. Ça veut dire que des services qui étaient sous le régime de l'agrément jusqu'en 2015 et qui s'occupaient du public fragile, pour pouvoir exercer auprès de ce public, avaient un agrément qu'on appelait agrément qualité. Et ils étaient sous le contrôle des directions de l'emploi. À partir de janvier 2016, il y a eu l'autorisation de tous ces services. Ça veut dire qu'ils sont passés en l'espace de 48 heures sous la tutelle de l'action sociale des départements et donc par conséquent devant appliquer les réglementations du secteur social et médico-social. D'accord. Déjà, grand changement culturel pour les entreprises, puisque moi, entreprise qui suis sur ce champ-là depuis tant d'années, mes indicateurs, c'est mon client, la satisfaction de mon client, une certification qualité, la réglementation sociale et médico-sociale ne les impactait pas de la même façon que quand je suis autorisée, ça veut dire que je suis tout d'un coup établissement social et médico-social et qu'en fait les gens qui travaillent chez moi vont aussi, dans mon service, vont appliquer la réglementation. Donc dans la nouvelle réglementation, c'est tous les outils de la loi de janvier 2002. Donc, tous les services doivent produire un livret d'accueil, un projet de service, un règlement de fonctionnement, présenter la charte des droits et libertés des personnes âgées à leurs clients, donc un ensemble d'outils. Et c'est ajouté comme outil
un projet individualisé d'aide et d'accompagnement qui doit être donc élaboré avec la personne âgée, disons, sur le modèle en fait de ce qui existe depuis fort longtemps, au moins depuis 2002, dans les établissements sociaux et médico-sociaux, donc maisons de retraite, EHPAD, MAS, enfin tous les établissements aussi pour personnes handicapées. Un contrat de séjour est le projet du résident. Donc là, c'est des pratiques qui sont quand même développées dans les établissements. Et donc, comme l'autorisation mettait tout le monde sous la réglementation des établissements et services sociaux et médico-sociaux, on a appliqué le projet individualisé au domicile. En 2021, ce projet individualisé, il est appliqué? Disons, il ne peut pas y être par miracle, puisque ça demande vraiment une nouvelle culture et une façon de dialoguer avec la personne. Donc la personne, c'est un usager-acteur. Le mot d'usager-acteur a été au cœur de la loi du 2 janvier 2002, donc il y a longtemps, cette loi, en fait, l'origine de cette loi, c'est un constat de beaucoup de maltraitance à l'intérieur des établissements sociaux et médico-sociaux pour tout public. Et donc, l'idée de la loi, l'esprit de la loi, c'était vraiment remettre au cœur de la production du service et des prestations la question de la bientraitance. Et donc, la question de la bientraitance, le concept d'usager-acteur est vraiment très important puisque la personne est un sujet, elle a des droits et des devoirs, mais d'abord des droits. Et l'accès aux droits quand on rentre dans un établissement, c'est quand même d'abord d'être bien traité et d'être impliqué dans la participation au projet pour lequel on rentre dans une institution et d'être partie prenante. Donc, on est vraiment sur un concept d'usager-acteur qui demandait pour que ce soit… Enfin, ça demandait un changement de culture et de relations professionnelles, puisque la relation avec une personne qu'on souhaite qu'il soit acteur est complètement différente des relations qui étaient auparavant un peu d'assistanat, enfin, j'appellerais un peu comme ça, ou voire même dans certains établissements, mais beaucoup à domicile, une relation qui peut être infantilisante, quoi. D'accord. Et donc, c'est là qu'est né, en fait, avec la loi de 2002, qu'est né le Conseil de vie sociale. Alors, le conseil de vie sociale, c'est un outil dans les établissements pour la participation des résidents à la vie de l'établissement. Donc, dans l'aide à domicile, le conseil de la vie sociale est aussi un outil qui est préconisé, mais est bien dit dans les recommandations de l'HAS autour de la participation des personnes qui sont usagers d'un service à domicile. C'est très compliqué de mettre en place un conseil de vie sociale. Éventuellement, certaines associations ont essayé dans leur conseil d'administration de créer un collège d'usagers qui sont souvent des aidants, des très vieux, voilà. Mais c'est très compliqué à mettre en place, mais ça reste quand même
des collèges qui peuvent intervenir sur le projet de service et la façon dont le service va fonctionner dans le respect justement de la prise en compte de la parole de l'usager qui est en chaîne finale. Donc, ça peut être un enfant autiste, mais ça peut être, là, dans ce qui nous concerne, dans cet entretien, une personne âgée dépendante. Dépendante qui peut même avoir des troubles cognitifs, quoi. Donc, c'est vraiment toute l'importance de la dignité de la personne, comment on la traduit de façon opérationnelle dans des instances qui vont le représenter à l'intérieur du service. Donc, les associations arrivent parfois à faire ce que je viens de vous décrire, hein, des collèges d'aidants, mais dans les entreprises, c'est très compliqué puisque la gouvernance n'est pas du tout la même. Et donc, en fait, le seul outil actuellement pour les services, pour la reconnaissance de la parole des vieux, c'est l'enquête satisfaction, quoi. Mais les enquêtes satisfaction, elles restent très normatives et malheureusement, même quand elles sont faites, peu de services ne les traitent. Hein, c'est-à-dire, enfin, vous allez la traiter de façon en interne. La question de l'enquête satisfaction, quand on la traite, ce qui est important, c'est de faire un retour à toutes les personnes qui ont répondu à l'enquête et de dire les mesures d'ajustement, d'amélioration que vous avez mises en place grâce à l'expression qu'ils ont pu donner dans l'enquête satisfaction auquel ils ont répondu. Ça, c'est une chose. Et le deuxième retour qui ne se fait pas, c'est, puisque quand même souvent les clients, les usagers sont contents des services, le retour n'est pas fait aussi aux aides à domicile. D'accord, oui, un retour aux usagers, à la famille et puis aux aides à domicile. Pour les valoriser justement ou pour travailler avec elles sur des axes d'amélioration, puisque le but d'une enquête satisfaction, c'est bien évidemment de jouer l'amélioration continue dans toutes les dimensions des services, quoi. D'accord. Si je comprends bien, ce collège d'aidants ou d'usagers, dans les associations, des associations essaient de le mettre en place, ou essaient de le mettre en place. Les acteurs privés, c'est un peu plus difficile. Mais alors, quid lorsque l'auxiliaire de vie est embauché directement en fait, par les seniors? Là, comment ça se passe? Là, les personnes en emploi direct, elles n'ont pas de... Elles n'ont pas... Elles ne sont pas concernées. Elles ne sont pas concernées. Elles sont pas concernées par le projet personnalisé. D'accord. D'accord. Le projet individuel d'aide et d'accompagnement, donc c'est un nouvel outil qui n'existait pas dans la loi du 2.2 pour les services d'aide à domicile et qui ne concerne en fait que les services prestataires autorisés. Donc, ça concerne aussi bien les entreprises et les associations, puisque l'autorisation a été donnée à tous les services qui s'occupent de publics fragiles sans aucune discrimination par rapport au statut juridique. Voilà. Mais du côté des entreprises, on avait une culture d'entreprise, c'est-à-dire un chef d'entreprise, pour développer sa boîte, il a d'abord un budget prévisionnel et un plan d'action commercial. Il n'a pas un projet de service tel qu'entendu dans la loi du 2.2. Donc là, ils doivent présenter un projet de service et ils doivent aussi, comme tous les services, présenter pour chaque usager, donc une boîte, enfin un service qui a une centaine de clients, il va rédiger 100 projets individualisés d'aide et d'accompagnement avec donc pour chaque usager des objectifs d'autonomie. Voilà. Puisque si la personne est acteur, il va s'approprier le projet pour, disons, travailler sur sa propre autonomie, puisqu'il est aussi allocataire d'une allocation personnalisée autonomie. Hein, donc, tous les mots, il y a vraiment toute une sémantique
qui devrait produire des changements culturels. Donc, l'allocation personnalisée autonomie, c'est 2001. C'était une très grande fierté de notre ministre à l'époque, Madame Guinchard-Kunstler, hein, qui sait, elle, ce que ça veut dire l'autonomie, puisqu'elle a même fait le choix du suicide assisté en Suisse il y a quelques semaines, à 70 ans. Enfin, c'est des gens qui savaient porter ce que veut dire la dignité d'une personne, puisqu'elle-même est allée jusqu'au bout de la logique. De ce qu'elle en pensait pour elle-même. Mais en tout cas, cette loi a été vraiment quelque chose de très important pour elle, puisque avant APA, c'était prestation spécifique dépendance. Oui. Ça veut dire que l'allocation personnalisée autonomie venait vraiment dire l'importance du sujet et de la personnalisation. Et autonomie n'est pas dépendance, ça veut dire qu'il faut qu'on sorte de l'idée un vieux est dépendant, oui, peut-être. La question essentielle dans le mot autonomie, c'est comment moi, professionnel, en travaillant sur l'autonomie, en travaillant avec ces mots-là, je ne pars pas des manques de la personne, mais je travaille sur la ressource. Donc, ça veut dire au niveau des pratiques professionnelles et des formations qu'il faut amener, c'est comment j'apprends aux gens à aller chercher, y compris dans une personne qu'on va appeler, parce que ça s'entend encore, un légume, enfin, excusez-moi, mais je fais exprès de dire ces mots-là existent encore, eh bien, non, il faut aller chercher le potentiel et tout ce qui reste de potentiel possible, aller le chercher, et ça, c'est un travail énorme pour les services, mais au final, pour les aides à domicile qui, elles, vont devoir justement, dans le quotidien qu'elles ont à vivre avec ces gens-là, aller chercher la ressource, quoi. Donc, le mot autonomie est très important. Usager-acteur est venu après, puisque 2001, c'est l'allocation personnalisée autonomie. 2002, c'est la loi dont je vous ai parlé, qui était plus sur les établissements. Et 2016, on en remet une couche très forte sur le projet individualisé dans le cadre de la loi SV. Et c'est rajouté dans le projet personnalisé. C'est aussi une force de cette loi, mais les pratiques professionnelles ne changent pas comme ça. Il faut que dans le projet personnalisé, il y ait ce qu'ils ont appelé un volet aidant. Ça veut dire que quand vous allez analyser une situation à domicile pour évaluer là, un niveau de dépendance, la question de l'entourage doit être prise en compte, et comment, dans le plan d'aide qui va être construit au démarrage pour le futur allocataire de l'allocation personnalisée autonomie, comment je prends compte du risque d'épuisement des aidants. Puisque on sait bien que sur les personnes à domicile qui ont des troubles cognitifs, surtout, ou qui sont en GIR 1 et 2, le domicile ne peut tenir que parce qu'il y a un entourage proche qui vit vraiment avec l'usager, la personne dépendante, et que cet entourage donne beaucoup de lui-même, à tel point que dans les statistiques, c'est souvent la personne aidée, l'entourage proche, souvent le conjoint, qui va décéder avant la personne malade d'épuisement. Donc, toutes ces statistiques-là ont amené peu à peu les législateurs à penser la question du droit au répit, et la question aussi de comment les services prennent en compte la question, enfin le risque d'épuisement des aidants dans l'élaboration du projet individualisé d'aide et d'accompagnement. Voilà. J'avais deux questions là. Concrètement, qui analyse la situation à domicile de la personne? Alors, le département, c'est le prestataire? il y a trois étapes.
il y a donc la première étape, c'est une personne qui va faire une demande d'allocation personnalisée autonomie. Elle fait cette demande au département ou à un CCAS, en tout cas à l'action sociale, et donc ça va déclencher, une fois que le dossier a été instruit, une visite à domicile de la part donc d'un évaluateur. Ce sont souvent des assistantes sociales ou des infirmiers ou des conseillères en économie sociale et familiale qui se déplacent et qui ont donc été formés avec ce qu'on appelle la grille Agir. C'est une grille qui va pouvoir permettre de définir à partir de l'analyse de l'autonomie des personnes dans les actes essentiels de la vie quotidienne. Cette grille va permettre de définir un niveau de dépendance. Pour l'allocation personnalisée autonomie, on a des niveaux de dépendance de 1 à 4, le GIR 1 étant ça s'appelle des groupes iso-ressources, le GIR 1 étant le niveau de dépendance le plus élevé, et le GIR 4 le moins élevé, quoi. Donc, cette évaluation médico-sociale, donc elle est faite par un travailleur social, et de cette évaluation sort deux choses. Un niveau de dépendance, malheureusement, si ça s'appelle APA, la grille, c'est la mesure de la dépendance. Donc, comme quoi on a du mal à se défaire de mots qui n'aident pas, justement, tant qu'on va toujours prononcer le mot dépendance. La représentation d'un vieux ne sera jamais regardée autrement que du côté des manques, quoi. Donc, en tout cas, un niveau de dépendance est donné et on prescrit un plan d'aide. Dans le plan d'aide, il y a des aides humaines et des équipements techniques. Bon, massivement, les plans d'aide sont 70% uniquement de l'aide humaine et sur le reste, il y a, dans les plans d'aide, il va y avoir aussi de la prescription d'aide technique. Massivement, c'est justement la téléassistance, les repas, et puis un peu d'aide technique, donc pour l'aménagement du logement, les couches, enfin toutes les aides par rapport aux problèmes d'incontinence, et puis d'autres aides techniques ponctuelles, quoi. Donc, une fois que le plan d'aide est prescrit, il est signé par l'usager. Donc ça, c'est important. Si on dit l'usager acteur, la personne, elle va signer son plan d'aide, mais elle est censée, une fois qu'elle a signé son plan d'aide, être consciente de ce qu'elle accepte en le signant. D'accord. Puisque c'est là, justement, toujours dans cette idée d'accès au droit et d'usager acteur, c'est la personne elle-même ou ce sera son tuteur pour quelqu'un cognitif, quoi. Mais sinon, la personne, donc, elle va être garante de la mise en œuvre du plan d'aide. Et si quelque chose doit se changer, parce que c'est des choses qui arrivent souvent, il y a un nombre d'heures qui est prescrit. Les gens disent oui, puisque on va leur attribuer un nombre d'heures et une somme qui sera remboursée et qui sera en fonction de leurs ressources, c'est-à-dire on a des restes à charge différents en fonction des ressources de la personne. Et donc, c'est souvent dans la pratique que les familles réalisent qu'elles auraient peut-être, si elles ont un gros reste à charge, elles vont plutôt refuser d'avoir des remplacements, par exemple, puisque les gens prennent très mal le turnover ou le changement de personnel. Donc, c'est les familles elles-mêmes qui vont dire au service, non, là, ce week-end, j'en ai marre, j'ai déjà changé 3 fois de personne le mois dernier, ça me fatigue, je préfère, on se débrouillera par nous-mêmes. Donc, ils ne prennent pas toutes les heures prescrites. D'accord. Mais
le boulot est quand même fait. Donc, ça veut dire que s'ils ne prennent pas les heures prescrites, il y a quelqu'un qui le fait. Et ce quelqu'un, c'est l'entourage proche qui, justement, s'épuise de toujours, en fait, boucher les trous, entre guillemets, puisque le travail des proches reste quand même toujours invisible, puisque ce n'est pas du travail rémunéré, quoi. Donc, ces questions-là sont essentielles, mais comme elles ne sont pas explicitées clairement au moment de la signature du plan d'aide, disons que c'est par l'expérience que peu à peu les gens se rendent compte qu'ils ne demandent pas la totalité de ce que le plan d'aide leur permet, pour des raisons en fait d'éviter les changements de personnel, voire même souvent au moment de Noël, au moment de Nouvel An, les services ont beaucoup de problèmes, enfin, ce qui est énorme puisque tout le monde doit prendre du repos. Les personnes qui travaillent, elles ont au maximum 35 heures de travail par semaine. Quand vous avez des prises en charge qui sont sur 7 jours sur 7, bien évidemment, il y a du turnover qui est très difficilement compris par les familles, quoi. Donc, dès le plan d'aide, il faut que la famille prenne conscience que les heures qui lui sont attribuées devraient être faites. Voilà. Bon, une fois que la famille, enfin l'usager et la famille signent le plan d'aide, après, on lui remet une liste de prestataires qui peuvent… Voilà, puisque au nom du libre choix, on revient toujours à ça, puisqu'il y a une situation de concurrence. Sur un territoire, il y a beaucoup de services. Les tarifs ne sont pas toujours les mêmes. Et puis, il y a toute la question éventuellement du rapport qualité-prix. Donc, au nom du libre choix, une liste de services autorisés va leur être donnée. Enfin, les services, avant, on donnait aussi les services agréés. Et pour que les gens puissent faire le choix du service. Alors, la question aussi, dans le libre choix, l'APA permet aux familles d'avoir un service prestataire, donc autorisé, donc, qui sera l'employeur de la personne qu'on vous envoie, un service mandataire. Les services mandataires ne sont pas rentrés dans la loi ASV. Donc, un service mandataire, tout ce qui est mandataire est resté sur l'agrément qualité, disons, sous la tutelle des directions de l'emploi. D'accord. On fera une petite parenthèse, parce qu'il y a des choses qui, dans le document que tu m'as donné pour préparer l'émission, il y a des choses qui vont… Enfin, j'ai appris des choses. On fera une parenthèse, on va revenir sur ce sujet-là. Les services vont choisir à partir d'une liste. Et donc là, ils ont appelé un service et le service vient faire une visite à domicile. D'accord. Donc là, on n'est plus dans le plan d'aide. La famille a son plan d'aide. Elle appelle un service qui, lui, va de nouveau revenir les voir pour discuter des conditions de mise en œuvre du plan d'aide. En fonction de la situation. Le plan d'aide, il ne va pas se mettre en œuvre de la même façon pour une personne qui habite un pavillon, pour une personne qui a un 2 pièces à 5 étages sans ascenseur, sans confort, pour une personne où ils habitent à 3 dans le logement et d'autres, enfin une personne isolée, etc. Donc toutes ces données-là doivent être prises en compte. On va discuter là des habitudes de la personne, ce qui n'est pas l'assistante sociale quand elle est venue pour son plan d'aide, ce n'est pas ces questions-là qu'elle travaille. Elle est vraiment là pour évaluer un niveau de dépendance et prescrire des aides humaines et techniques. Donc, elle fait une situation, elle dit voilà ce qu'il faut faire. Après, le comment on le fait, c'est… Voilà. Il y a une prescription, hein, on dit le plan d'aide, c'est une prescription du département, une prescription d'aide humaine et d'aide technique d'un nombre d'heures par mois et d'un tarif qui sera pour que les personnes soient aidées pour payer ça, quoi. Donc, c'est une autre étape. Quand le service vient, c'est là que le projet individuel d'accompagnement est devenu obligatoire. Donc,
Et ça veut dire que le service va, à travers une base de données, enfin un recueil de données qu'il va avoir sur les habitudes de la personne, sur comment il verrait la façon dont le service se déroule, les horaires qu'il préfère, parce que est-ce que c'est 8 heures pour la toilette, est-ce que vous êtes un lève-tard, ce sera 10 heures, etc. Enfin bref, on discute de tout et maintenant on doit prendre soin de s'adresser aux proches aidants, hein, donc c'est souvent le conjoint ou la conjointe ou la fille, ou une des filles, enfin c'est souvent ça, qui va raconter elle tout ce qu'elle fait pour son père ou pour son mari, et on essaye de faire émerger une parole pour faire dire aussi à la personne aidante comment elle voit la chose, qu'est-ce qu'elle aimerait. Et déjà, la première chose qu'on lui pose, c'est avant que vous ayez un besoin d'appât, comment ça se passait, quoi, pour piger aussi comment, si ça se passait d'une telle façon avant, qu'est-ce que les gens qui, dans un travail invisible, ont toujours fait des tas de choses autour de la personne, peuvent se sentir privés. Par exemple, je vous dis n'importe quoi, c'est la fille qui a toujours donné les repas à son père de telle façon. Et il y a une prescription de repas parce que l'assistante sociale, elle a pigé qu'il fallait bosser autour du repas pour X raisons, quoi. Sauf que on prive, en se substituant à la famille, en exécutant la prescription du conseil départemental autour du repas, il faut qu'on fasse attention qu'on ne vient pas priver une personne qui le fait depuis tant d'années et que personne n'a reconnu qu'elle le faisait, voire même on pensait qu'il y avait besoin de personne, puisque quelqu'un d'invisible fait tout le boulot. Donc, vous voyez, il y a une délicatesse à avoir sur la façon dont comment une personne extérieure, c'est-à-dire une aide à domicile, arrivant dans une organisation déjà existante dans la sphère privée, comment on a l'intelligence d'inscrire dans le projet personnalisé un redéploiement du qui fait quoi, hein, puisque l'usager, avant de plus pouvoir faire, il faisait quelque chose pour lui-même. La personne qui aide, elle faisait beaucoup de choses. Et tout d'un coup, rentre quelqu'un dans ce système familial. C'est pour ça qu'en formation, c'est très important de bien piger tout ça, pour que le nouvel entrant, la nouvelle entrante ne vienne pas se substituer à des gens qui peuvent le vivre mal, parce que justement, n'a pas été formalisé le fait que la délégation allait se faire, mais que personne ne l'a dit explicitement, quoi. Donc, il y a un vrai travail dans cette évaluation de bien introduire une nouvelle personne au bon endroit avec les activités qui ne sont pas forcément toujours celles prescrites dans le plan d'aide. Puisque dans la discussion qui s'engage, on va comprendre, ben là, il ne faut peut-être pas aller tout de suite sur le repas, il faut déjà travailler avec celle qui le fait depuis toujours sur l'acceptation qu'elle va avoir de le déléguer pour réellement en être soulagée, quoi. Donc, c'est-à-dire que le chef de secteur qui fait, par exemple, qui parle de ce sujet-là, qui fait cette opération-là, a une sorte de latitude par rapport au plan d'aide? Oui, le plan d'aide, oui, puisque c'est un nombre d'heures et c'est des aides humaines, c'est pas mis le mardi de 9 h à 11 h. D'accord. Et donc, c'est justement aussi comment on apprend. Beaucoup de gens vont vous dire qu'il n'y a pas de latitude, mais bien évidemment, dans l'évaluation dont je vous parle, qui est faite par un service et où on trouverait un écart trop grand entre ce qui a été prescrit et le vrai besoin, qui n'est pas encore le vrai besoin, parce que les aides à domicile, quand elles vont arriver, elles vont encore avoir une autre image de ce qui se passe vraiment, mais en tout cas, à cette étape 2, bien évidemment, les équipes médico-sociales sont toujours en dialogue avec
avec les gens dans les services, quoi, hein. Donc, bien évidemment, dans les réunions de coordination, dans des tas de réunions de territoire, les échanges se font et quand les gens, et en général, c'est quand même comme ça, sont des vrais professionnels qui savent dialoguer, les prescriptions s'assouplissent, quoi. D'une manière générale, cette étape 2, j'ai tout suivi, l'étape 2, le personnel du monde des services, des acteurs des services, est assez formé pour faire l'étape 2? Des gens qui sont là depuis longtemps ont acquis une expérience, donc ils ont une formation. Voilà, il y a des tas de formations qui existent de responsables de secteur. Bon, dans les nouveaux, si c'est des entreprises qui n'ont pas pris de travailleurs sociaux, mais plutôt des commerciaux, la culture, cette culture-là n'est pas, disons, n'est pas innée. Voilà. Voilà. Mais il y a le point là sur les activités que je vous disais, mais il y a l'autre point où les services peuvent prendre en compte le risque d'épuisement des aidants, c'est autour des plannings. Par exemple, on a beaucoup de plans APA, de plans d'aide APA sur les personnes en GIR 1 ou GIR 2 qui vont être 7 jours sur 7. Donc samedi, dimanche compris, ou jamais le dimanche, mais parfois le samedi, etc. Un point, ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est poser la question à l'entourage et à l'usager. Bon, voilà, vous avez droit à 3 fois par semaine, mardi, jeudi, vendredi. Mais là, avec tout ce que vous m'avez raconté, peut-être qu'un samedi par mois, ce serait bien, puisque, madame, vous m'avez dit qu'avant que votre mari soit vraiment malade, vous alliez voir votre petit-fils une fois par mois. Ben, on pourrait peut-être enlever un vendredi et mettre un samedi une fois par mois. C'est-à-dire toujours dans le cadre de la même enveloppe impartie, déjà tout ce qu'on peut aménager, rien que dans la façon, rien qu'à l'écoute de ce que racontent les aidants, à mettre un mercredi de temps en temps, par exemple. Parce que, disons qu'il y a vraiment une attention forte à avoir sur qui fait quoi et comment ça se répartit sur une semaine pour amener aussi la professionnelle dans des horaires qui viennent permettre à l'aidant qui était esclave, entre guillemets, de trouver un peu de temps pour lui. On sait bien que ce temps pour lui ne sera pas utilisé tout de suite pour du temps libre, parce que ça aussi, c'est toute une éducation, mais le fait qu'on en donne la possibilité, on va inscrire dans le projet individualisé qu'on envoie quelqu'un 2 samedis par mois à la place d'un mardi et d'un vendredi, puisque le service est ouvert 7 jours sur 7. Hein. Et cela va permettre à l'aidant, donc ça on va le remplir dans le volet aidant, de pouvoir aller chez le coiffeur, de pouvoir revoir son petit-fils et aller au cinéma avec lui. Enfin, donc ça on va le noter. C'est pas parce que c'est noté que c'est fait par miracle, mais c'est parce que c'est noté et que ça a été signé, puisque le plan d'aide est signé par l'usager. Le projet individualisé est signé par l'aidant sur le volet aidant et par la famille. Et on a 6 mois pour l'ajuster, puisqu'il ne suffit pas d'une visite pour… Donc, il y a après, dans les 6 mois, c'est comment le service va être en mesure d'ajuster des choses dans le dialogue là qui va avoir avec l'aide à domicile ou les aides à domicile qu'il va envoyer au domicile de la personne et les personnes qui étaient là au moment où s'est élaboré ce dialogue qui a abouti donc à l'élaboration d'une première mouture d'un projet qui sera en fait ajusté pendant les 6 premiers mois de l'intervention. Voilà, donc le point 3, c'est l'aide à domicile. D'accord, c'est ça.
Oui, effectivement, parce que c'est le domicile qui va mettre enfin, qui va réaliser rendre opérationnel, quoi. Alors bon, à ce jour, très peu de... Là, nous, on le voit puisqu'on fait beaucoup d'évaluations externes. Donc, à ce jour, très peu de projets individualisés sont rédigés. Pourquoi? Déjà parce qu'il n'y a pas d'outils. Il y a la grille Agir qui sert comme outil aux équipes médico-sociales, mais il n'y a pas d'outils. En fait, les outils du projet individualisé, ils ont été fabriqués par les services où existent des choses depuis des années. Chacun va... il y a une grille qui s'appelle Grille Désir qui avait été faite par l'Union nationale des services d'aide à domicile qui peut être utile, mais il n'y a pas une grille ou un décret n'est pas paru pour donner quelque chose de standardisé. Donc, ça demande une certaine créativité et ça demande aussi de bien discuter avec les personnes qu'on a en face, de leur dire, vous voulez toujours la même personne, mais vous ne l'aurez pas, puisque moi, je viens vous voir aussi parce que j'ai des contraintes de service. J'applique une convention collective, les gens ne travaillent pas 7 jours sur 7, et si vous avez déjà un plan d'aide 7 jours sur 7, vous aurez au minimum 4 personnes dans le mois, puisque déjà, je vais être obligée de faire tourner... les gens ne travaillent pas tous les week-ends, il y a les vacances, enfin, donc il faut profiter de ce temps-là de dialogue possible parce que c'est le seul moment où vous avez tous les acteurs pour partager tout ça ensemble, de dire aussi les contraintes du service et de dire aussi quelle sorte de personnes vous allez envoyer, quoi. Oui, là, moi j'ai une question. Si j'étais aidant, moi je ne le souhaite pas, hein. Si j'étais aidant, moi je serais tenté d'aller voir, donc le département vient voir la personne aidée. Je serais tenté d'aller voir plusieurs prestataires et de faire plusieurs réunions avec cette réunion de constitution du projet individualisé, le faire avec plusieurs prestataires pour sentir l'ambiance du prestataire. Alors, maintenant, depuis qu'il y a eu les plans d'aide, beaucoup de services ne font pas la visite à domicile. La visite à domicile d'évaluation, elle n'est pas obligatoire. Elle est préconisée, par exemple, elle est dans les certifications qualité, c'est un grand plus, mais en fait, trop de services, déjà parce qu'ils sont dépassés, je vais vous expliquer pourquoi, mais ont arrêté de le faire puisqu'ils sont partis du principe qu'il y avait une prescription d'un plan d'aide par le département et qu'eux pouvaient mettre en place le plan d'aide, enfin, simplement parce que la famille va appeler, j'ai droit à tant d'heures, etc., pour le repas, la toilette. Excusez-moi, l'entretien du cadre de vie et on prend la commande par téléphone de façon approfondie, etc. Il n'y a pas toujours une visite à domicile qui va être faite. Donc, vous pouvez en effet appeler plusieurs services et vous vous rendrez compte que certains la font, d'autres ne la font pas. Ça, c'est déjà une chose. Et en même temps, comme les familles ne sont pas encore, enfin les usagers, les clients, les consommateurs, qu'on les appelle n'importe comment, les gens, en fait, ils achètent des heures et ils achètent du ménage, ils n'achètent pas de projet de vie. Enfin, ils ont, au moment où ils appellent un service, ils ne sont pas du tout dans cette culture. Peut-être que moi, j'y serai, peut-être vous y serez, etc. Mais là, on est à l'émergence voire même, là, ça s'appelle projet individualisé, prononcer le mot peut être vécu, c'est pour ça qu'il faut être très bon en dialogue avec les gens, prononcer ce mot-là peut être vécu comme une ingérence dans votre vie privée. De quoi vous vous mêlez, mon projet d'autonomie, enfin, vous voyez, c'est bien plus facile de parler de la toilette de monsieur que d'inscrire la toilette dans un projet d'autonomie où lui ou elle va se projeter aussi sur comment, grâce aux actes essentiels qu'on va m'aider à faire ou qu'on va m'amener à refaire par moi-même chaque fois que c'est possible par rapport à mes ressources et mon potentiel, on est sur des questions très, très délicates qui demandent vraiment justement là des personnes
aptes, c'est surtout ça en formation, à oser parler de choses qui peuvent être encore tabous. Vous voyez déjà, s'adresser en direct à la personne âgée devant sa femme qui parle à sa place depuis des années, sans du tout réaliser qu'en lui enlevant la parole, donc, c'est aussi comment toutes ces choses-là, on l'apprend en simulation de situation de travail, quoi. Oui, c'est la dame qui parle, c'est le monsieur qui est malade, et bon, on se tourne vers le monsieur. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? La première réponse, ça va être moi, c'est ma femme qui commande. Mais c'est pas parce qu'il t'a dit ça que tu reviens pas sur la question. Et oui, mais là, votre toilette, racontez-nous comment ça se passe pour justement se mettre au bon endroit quand on va arriver et passer les bonnes consignes à l'aide à domicile pour qu'elle crée une relation de confiance en fait avec forcément l'usager, mais en premier, la relation de confiance, il faut la créer avec celui qui faisait le boulot avant qu'il demande un service extérieur, quoi. Parce que c'est là, l'aidant proche, il est extrêmement important dans l'évaluation, mais il est encore plus important dans les consignes qu'on va donner à l'aide à domicile pour qu'elle sache comment elle doit s'y prendre pour acquérir la confiance du binôme aidant proche et personne aidée, pour avoir un espace après d'autonomie pour elle-même être capable de faire des propositions et de faire avancer les choses, quoi. D'accord. Dans l'avenir, est-ce à dire que le rôle de l'aide à domicile va s'étoffer par rapport à ce plan, ce projet individualisé? Oui, puisque si le projet, une fois qu'il est élaboré et qu'on le transmet à l'aide à domicile, elle a un fil conducteur pour faire les activités sur lesquelles elle est attendue. Et donc, elle va être aussi, elle, projetée dans un projet d'autonomie pour la personne. Et tout ce qui va être fait dans les actes qu'elle fait elle va impliquer la personne aidée pour qu'il s'investisse dans ces activités-là pour récupérer de l'autonomie. Donc, c'est ça qui donne du sens au travail. Et c'est ça qui est porteur dans la valorisation d'aide à domicile, en plus, disons, d'augmentation de salaires qui sont très attendues. La valorisation, elle passe énormément par le management et les projets, puisque en mettant des projets en place et en réussissant, puisque ça va être, vous voyez, on comprend à la visite que le monsieur ou la dame n'est pas sorti depuis 3 ans et que ça fait quand même 1 an que tout le monde a pensé que ça ne servait plus à rien de l'habiller puisqu'il ne sort pas. D'accord. Voilà, un petit détail, ça va être tout le travail qu'il faut faire en parole avant qu'une personne accepte qu'on l'habille à nouveau, mais il va accepter parce que si on vous habille à nouveau, c'est que vous pourrez ressortir et aller à une fête familiale parce que vous n'y alliez plus depuis tant d'années, etc., quoi. Donc, c'est ça le projet. Est-ce que le fait de faire participer les aides à domicile de manière plus importante au plan au projet personnalisé, est-ce que ça, c'est un facteur pour revaloriser le métier d'aide à domicile? Complètement. Mais donc, c'est pour ça que toute la chaîne est importante de l'usager, le proche aidant, la personne qui a fait l'évaluation, puisqu'elle est toujours dans la boucle, la personne qui a fait le plan d'aide, la personne du service qui est venue évaluer, l'aide à domicile, et c'est comment cette chaîne doit rester en coordination pour faire évoluer le projet. Et donc, une fois qu'on a atteint ce que je vous ai dit, par exemple, tout à l'heure, ça y est, la personne, elle a réussi, elle a accepté de s'habiller à nouveau, éventuellement d'acheter une nouvelle robe parce que, voilà, elle a du plaisir à nouveau à sortir, même si c'est qu'une fois par mois, on passe à autre chose.
Ce sera autour du repas, par exemple. Enfin, disons que c'est comment les personnes qui suivent le travail en interne dans les services seront aussi force de proposition avec les aides à domicile qui sont déjà, parce que là, ce qu'on voit vraiment quand on fait de la formation ou de l'éval externe ou de l'analyse de pratique, c'est que ce que je vous raconte qui donne du sens au travail, les aides à domicile le font, sauf que ce n'est pas formalisé. Il y a un grand écart entre un plan d'aide prescrit et le travail réel. Si les gens aiment leur travail, c'est bien parce que ça a du sens. Et donc, elles n'ont pas forcément attendu après les collectifs et tout ce que je viens de vous décrire pour trouver du sens dans leur travail et faire les choses, avoir une créativité et surtout embarquer les personnes dont elles s'occupent dans la relation et d'en faire ensemble, quoi. Donc, mais malheureusement, comme on ne va pas jusqu'au bout de le conscientiser, ça ne s'intègre pas en compétences reconnues. D'accord. Il faut accoucher de… C'est un peu comme quand vous faites de la VAE, quoi. Donc là, il y a tout un travail invisible qui est fait quand même, mais n'étant pas reconnu dans des organisations de travail qui, grâce au dialogue qu'ils ont avec l'ensemble de leur personnel, vont le reconnaître, eh bien, ça ne suffit pas. C'est pour ça que beaucoup de personnes vont en emploi direct. Alors justement, là, dans le document que j'ai lu ce matin, à 8 heures, il y a quelque chose qui m'a interpellé. Bon, il y a le mode prestataire et le mode mandataire, si j'ai bien compris, et puis il y a les emplois directs, c'est la personne âgée, enfin, la famille va employer directement l'aide à domicile. Tu m'as indiqué un tableau de l'adresse de 2017 qui indique en fait 32% des personnes dépendantes en GIR 1 avaient une aide ménagère, enfin une aide à domicile, pardon, en employeur, en particulier employeur, enfin en salarié, c'est ça, en direct. Il y a 22% en emploi direct et 9% en mandataire. C'est ça, voilà. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, moi, quand tu m'as expliqué ça avant l'émission, je me suis dit, c'est-à-dire qu'en fait, 32% des personnes qui sont dépendantes ont affaire à des aides à domicile qui sont isolées, qui n'appartiennent pas à une organisation. Donc, ça veut dire que, déjà, l'APA est obligé de proposer, toujours au nom du libre choix, ouverture à la concurrence. Donc, ils sont obligés il y a une APA en emploi direct, une APA en mandataire, une APA en prestataire. Donc, ils demandent aux gens, mais quand les gens ne connaissent rien, tu vois, tu vas comprendre ce que c'est une fois que tu as eu l'expérience, quoi. Donc, les gens, en fait, ils ne choisissent pas par rapport à un statut juridique. Ils regardent le prix, quoi. Donc, quand on leur dit qu'une heure en emploi direct, c'est payé par le département, bon, c'est sûrement pas ces prix-là, mais 15 €. Une heure en mandataire, c'est 18 €. Et une heure en prestataire, 22. Enfin, là, je suis sur des prix élevés. Hein. Mais disons que les gens, s'ils prennent… donc, ils ont un budget d'APA. Et donc, bien évidemment, si tu divises ton budget par 15 € ou par 22, tu as beaucoup plus d'heures en emploi direct. Donc, les gens qui ont des grosses prises en charge, on est vraiment sur tout de suite, ils regardent le prix. D'ailleurs, comme malheureusement, dans plein d'endroits, le rapport qualité-prix, ce n'est pas ça que tu regardes le prix. Voilà. Oui, en fait. Pas au moins 10 ans. Enfin, ou à celui, j'aurai plus d'heures si je prends. Voilà. Donc, c'est d'abord l'indicateur. Voilà. Mais il s'avère aussi que par expérience, les familles qui ont pris du prestataire, donc au prix plus élevé, donc pour les gens qui ont des ressources, le reste à charge est élevé, à l'usage, ils vont arrêter le prestataire pour la raison que je t'indiquais, parce qu'il y a trop de turnover.
Nous, on a fait plein d'enquêtes à la demande de fédérations. Attends, je n'ai pas suivi là, j'étais pensé à autre chose. Le il, c'est la famille. Les familles disent, on nous avait dit qu'on aurait 4 personnes, ce mois-ci, j'en suis à 11. D'accord, ok, ça marche. Okay. Parce que les services d'aide à domicile, de quoi ils souffrent depuis tout ça, depuis l'APA aussi, même si c'est un plus, la question, c'est pas parce qu'on solvabilise des familles que ça s'organise facilement dans les services. Les services, ils ont des conventions collectives, ils ont de la modulation du temps de travail, ils ont l'organisation des plannings. Une responsable de secteur, quand elle arrive au boulot le matin, elle a déjà la boule au ventre ou je ne sais pas où, parce qu'elle sait que quand elle va écouter le répondeur, elle aura 5-6 personnes à remplacer qui sont absentes, soit en arrêt maladie, soit un problème avec l'enfant malade, soit X problème, et que donc, quand elles arrivent au boulot, jusqu'à 13 heures, elles ne font rien d'autre que de remplacer partout où il faut remplacer. Parce qu'il y a des personnes, si c'est juste pour du ménage, on ne vous enverra pas de remplaçante, etc. Donc, le métier de responsable de secteur qui était dans la fiche de poste originale au moment de la loi moitié du côté de la qualité des visites à domicile, de la relation avec l'usager, du suivi des projets personnalisés, et l'autre moitié du côté de l'organisation du travail, les plannings, etc. La question des plannings a pris une ampleur énorme dans le temps de travail, ce qui fait que le métier de responsable de secteur, il est plutôt recentré, on pourrait dire, du côté de l'organisation du travail. Elles ne savent plus donner la tête pour recruter, pour faire les remplacements, et tenir aussi un équilibre dans la modulation du temps de travail pour pas amener du déficit au service, quoi. Puisque de son côté, les heures, il y a des services qui sont autorisés et tarifés par les départements, donc toutes les heures de travail facturées doivent être vraiment des heures de travail effectifs. Et donc, elles doivent gérer tout ça, et vraiment, c'est très dur pour les services. Alors, moi, je ne souhaite pas, mais si je me mets dans la place d'aidant, et puis que j'attache beaucoup d'importance à mes parents, je me dis, oulala, mais attendez, ma maman devient de plus en plus dépendante, je ne souhaite pas, hein, devient de plus en plus dépendante. Pour l'instant, c'est un emploi particulier, c'est une personne qu'on a employée en direct qui est ceux de ma maman. Est-ce que je vais me poser la question, est-ce qu'elle a toutes les compétences pour s'en occuper? Est-ce que je ne passe pas par un prestataire qui aura formé peut-être un peu mieux la personne à s'occuper de maman qui devient dépendante? Les gens en emploi direct ont aussi de la formation. Hein, la FEPEM, la Fédération des employeurs particuliers d'employés de maison, a aussi son titre. Elles ont des formations. Elles peuvent accéder aux formations par la VAE et il y a la branche professionnelle de l'emploi direct qui est très active aussi. Là, dans le tableau que je vous ai envoyé, là, on vient de parler seulement des GIR1, mais dans les GIR4, on a 19% de personnes. Ouais. Donc, ça dit bien, ça montre bien que la question, qu'il y a un paradoxe, puisqu'en fait, de leur côté, les départements et les recommandations de la Haute Autorité de Santé, c'est de dire que pour les personnes en GIR 1 et 2, ce qu'on préconise, c'est des services prestataires avec des personnes qui ont au minimum le diplôme d'État d'auxiliaire de vie sociale, qui ne s'appelle plus comme ça maintenant, mais en tout cas, un travailleur social formé, quoi. Donc, là, on voit bien que non, les pratiques vont à l'inverse de ce qui est préconisé, puisqu'on a 32,2% de gens qui demandent de l'emploi direct ou du mandataire pour les GIR 1, alors qu'on a seulement 19% pour les GIR 4, donc les moins dépendants. Ça dit bien que quelque chose se passe au fur et à mesure que les familles expérimentent les services, et que bien évidemment, les personnes, l'emploi direct est favorisé, on pourrait dire,
Mais là, nous, on le voit dans des tas d'autres études qualitatives, et on n'est pas les seuls à les faire, c'est vraiment parce que les familles n'en peuvent plus du turnover, de devoir changer toujours de personnes. Et donc, plus il y a de nombre d'heures, plus il faut de personnes. Donc, elles s'entendent, elles préfèrent être en direct. Les personnes aussi, les aides à domicile qui ont qui sont expérimentées, vont se vendre toutes seules, puisqu'on est en effet sur un secteur où l'emploi direct est vraiment tout à fait possible et depuis fort longtemps. Les femmes de ménage, elles se vendent beaucoup plus en emploi direct, elles ne vont pas dans un service d'insertion pour faire du ménage. Il y a une grande histoire de ce travail-là, du travail dans les maisons qui fait que c'est très courant, on pourrait dire. Et les familles solvables qui avaient l'habitude d'avoir une femme de ménage, quand ils sont vieux, c'est leur femme de ménage qui reste chez eux et qui va acquérir petit à petit aussi des compétences autour des questions de fragilité. Donc, on est vraiment sur des paradoxes où on voit bien que la valorisation des métiers, elle va passer par une augmentation des salaires, ce qui est au programme, pour les associations, mais elle va passer aussi par un management des ressources humaines et avec cet outil-là, tous les outils de la loi du 2-2, dont le projet personnalisé, il faut professionnaliser les gens, mais c'est comment, en professionnalisant les aides à domicile, les évaluateurs, etc., dans le dialogue qu'ils vont avoir avec le client. Moi, j'appelle client avant d'être usager-acteur, c'est-à-dire c'est comment t'éduques grâce au professionnalisme de tout le monde sur toute la chaîne un client ou un assisté à devenir usager-acteur. Pour ça, la question de la professionnalisation, un des premiers impacts qu'elle va avoir, c'est sur l'éducation des gens à qui tu délivres le service à accéder à leurs droits, mais à aussi comprendre à quel point le choix qu'ils font d'un service collectif ou de l'emploi direct va avoir un impact sur la dernière étape de leur vie, quoi. Donc là, on n'en est pas là du tout ni dans les représentations, ni dans le dialogue qu'on a autour de ces questions-là. Les gens, pour l'instant, ils demandent du ménage, ils ne demandent pas un projet de vie. D'accord. Pour autant, c'est génial qu'on propose des projets individualisés d'aide et d'accompagnement. Mais il y a vraiment toute une culture à faire évoluer. Ce sujet. Je propose qu'on en reste là pour cet entretien. On en fera d'autres. Durant le SAD Streaming, l'événement, je te proposerai d'être régulièrement une experte et je te poserai des questions que les gens nous posent en fait. On fera des vidéos de questions-réponses si tu acceptes. Oui, bien sûr. Ouais. Super, merci Brigitte Croft. Je rappelle que tu es gérante de Brigitte Croft Conseil et Associés. Merci beaucoup.